Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la chirurgie bariatrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée quand on souffre d'hyperphagie ? Bon nombre de mes clientes ont déjà fait cette chirurgie, ou l'envisagent en tout cas, parce que c'est la chirurgie qui est de plus en plus proposée aux personnes en situation d'obésité. Sauf qu'on sait qu'il y a quand même une grande part des personnes qui sont grosses et qui souffrent d'hyperphagie. C'est pas le cas de toutes les personnes grosses, mais en tout cas il y en a quand même un paquet qui ont des troubles alimentaires. Donc la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe quand on souffre d'hyperphagie, qu'on est mal dans son corps, parce que ça fait prendre du poids en général. Est-ce que c'est une vraie solution ou plutôt un piège ? On va creuser la question. Aujourd'hui, je suis avec une invitée qui s'appelle Betty Pochet, qui est diététicienne spécialisée. Merci beaucoup d'avoir répondu présente et je vais te laisser peut-être te présenter. Déjà, merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Donc moi, en effet, je m'appelle Betty Pochet, j'ai 48 ans, je ne sais pas si mon âge est important, mais on va le dire. Et donc, je suis diététicienne, en effet, je suis basée à Marseille. Je fais principalement du libéral et donc, en effet, je suis spécialisée en troubles des conduites alimentaires et notamment en hyperphagie. Et c'est un sujet, on le verra un peu plus loin, qui me tient à cœur et dont je parle sur ma page Instagram. C'est le sujet privilégié dont je parle sur Instagram. Oui, j'allais te demander, du coup, pourquoi tu as choisi ce sujet en particulier ? Pourquoi il te tient à cœur ? Pourquoi ? Alors souvent, je pense que c'est un peu la même réponse, tout simplement parce que j'y ai été confrontée. Alors tout simplement, peut-être que c'est pas toujours le cas. Alors j'ai été confrontée dans ma famille et j'ai été confrontée aussi moi-même. Donc moi, j'ai en effet souffert d'hyperphagie. Et alors, je dois dire que quand j'ai commencé mes études de diététique, je me suis pas du tout dit, tiens, je veux parler de ce sujet. C'était pas... Par contre, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en reprenant, moi c'est une reconversion, j'ai repris mes études à 40 ans pour devenir diète, et en fait ça m'a réactivée. Et ça, je le dis parce que je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Je pense que je ne suis pas la seule étudiante à qui c'est arrivé. Le fait de reparler de nourriture, de se dire qu'il fallait être quelqu'un de parfait pour manger, etc. En fait, d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment alignée avec tout ça ? Et donc voilà, en fait, ouais, mon TCA, en tout cas mon hyperphagie, s'est réactivée pendant mes études. Au début, j'étais dans un déni total, j'avais vraiment pas envie parce que vraiment j'accomplissais la reconversion que je voulais. Et donc voilà, du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je suis repartie de façon très transparente en thérapie. Je me suis formée surtout, parce qu'il faut aussi le dire, le BTS diététique ne forme pas à ça. Donc vraiment, je me suis formée moi, c'est-à-dire je me suis guérie pour pouvoir me distancier, je me suis formée aussi sur ça. Et puis du coup, assez naturellement, je me suis dit, finalement, pourquoi j'en parlerais pas ? Et parce qu'au départ, tu te dis, il y a beaucoup de diètes qui disent, quand on a un TCA, on ne peut pas traiter de ça, enfin quand on a eu un TCA. Et en fait, moi, je pense que ça peut être une force, justement, pour comprendre un petit peu les mécanismes. Donc voilà, je suis partie de ça. Et puis l'autre chose aussi qui a fait que l'hyperphagie, au-delà du fait que j'ai été concernée, c'est que je trouve, alors ça se débloque un peu, je trouve que c'est un sujet dont on parle peu. En tout cas, c'est pour ça, parce que je ne fais pas que l'hyperphagie au cabinet, mais par contre, c'est pour ça que ma page Instagram parle principalement de ça, parce que je trouve que c'est encore un trouble malheureusement trop méconnu. T'as raison, effectivement, on n'en parle pas assez, je trouve aussi. Et en tout cas, oui, je trouve que c'est une force de l'avoir vécu, en tout cas d'avoir été aussi proche de quelqu'un qui en a souffert pour accompagner. Est-ce qu'on peut redéfinir rapidement ce qu'est l'hyperphagie quand même au cas où, tu vois ? Comment toi tu définis à une personne qui connaît pas du tout ? Alors, l'hyperphagie, si on reprend la définition des autorités de santé du DSM-5, c'est le fait de se suralimenter. Alors, on verra sous forme de crise ou pendant le repas, de le faire dans un but de s'anesthésier, c'est-à-dire il y a vraiment une perte de contrôle. Et l'autre fait marquant, c'est qu'il faut que ces crises, on parle de crise, interviennent au moins une fois par semaine depuis 3 mois. Et alors là, moi, il me semble important de préciser quand même quelque chose, c'est que souvent, du coup, par l'intermédiaire de mon Instagram, et alors absolument sans aucun jugement, j'ai des patientes qui viennent me voir en me disant « Je suis sûre d'être hyperphagique, hier j'ai mangé une tablette de chocolat ». Je crois que sans rentrer dans quelque chose d'impudique, il faut rappeler ce que c'est une suralimentation quand on a une crise hyperphagique. C'est-à-dire qu'on est sur des calories très importantes, ça veut dire que ça va être un paquet de chips, une tablette de chocolat, la moitié d'un camembert, 250 grammes, et tout ça en moins de 2 heures.
hein. Donc vraiment, c'est un volume alimentaire important, ça faut vraiment le rappeler. Ça ne veut pas dire que manger une tablette de chocolat, c'est pas problématique, mais vraiment, il faut remettre aussi les choses à leur place. Une crise d'hyperphagie, c'est quand même très très conséquent en termes de calories et de volume. Oui, c'est ça. En fait, disons, il y a un spectre, il y a l'extrême du spectre, avec beaucoup en fréquence et en intensité, en quantité. Il peut y avoir des compulsions alimentaires. On peut dire compulsion, du coup, je pense, pour définir ce qui n'est pas dans la catégorie hyperphagie boulimique, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on va surtout parler de la chirurgie bariatrique. Donc peut-être qu'on peut redéfinir ça aussi avant de rentrer dans le vif du sujet, notamment est-ce que c'est intéressant quand on souffre d'hyperphagie, parce que l'hyperphagie amène bien souvent, pas toujours, mais bien souvent quand même à prendre du poids. Moi, en tout cas, la majorité des personnes que j'accompagne, elles sont en surpoids ou en situation d'obésité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la chirurgie bariatrique pour ceux qui connaissent pas? Alors, la chirurgie bariatrique, donc je précise tout d'abord que je ne suis pas chirurgienne, donc je vais la définir de façon assez simple. La chirurgie bariatrique, c'est une intervention au niveau de l'estomac qui va faire qu'on va moins manger. Donc, il y en a de 3 types. Il y a soit la sleeve, soit le bypass, soit l'anneau. Aujourd'hui, en grande majorité, on fait des sleeves. Une sleeve, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va former une poche. Une sleeve, non, pardon, c'est pas la poche, pardon. On va, en fait, découper un morceau de l'estomac tout en gardant le système digestif. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un bol alimentaire qui est équivalent à un pot de yaourt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir beaucoup moins manger puisqu'on a l'estomac qui est moins gros. Et puis, l'autre chose importante, c'est que quand on enlève une partie de l'estomac, on va aussi agir au niveau hormonal parce que, par exemple, on va supprimer ce qu'on appelle l'hormone de la faim qui est la gréline. D'accord? Donc, les deux combinés font qu'on mange moins. Donc, ça, c'est la sleeve qui est la plus pratiquée aujourd'hui en France. On va avoir aussi le bypass qui est cette fois-ci qui est la création d'une poche. Et en fait, cette poche, pareil, donc on va réduire le volume de l'estomac, mais ce qui va être différent, c'est qu'on va relier en fait cet estomac directement à l'intestin. D'accord? Alors, qu'on fait un petit peu moins, qui a d'autres conséquences, c'est-à-dire que le fait de relier directement à l'intestin, par exemple, il y a une malabsorption, il y a ce qu'on appelle des dumping syndromes aussi, parce que du coup, directement les aliments vont dans l'intestin, donc c'est vraiment encore une autre technique chirurgicale. Et puis après, on a ce qu'on appelle l'anneau. L'anneau, c'est en fait, on va, pour réduire le volume de l'estomac, on va mettre un anneau, comme une forme de joint, pour que l'estomac soit plus petit. C'est un peu moins pratiqué, de moins en moins en tout cas, parce qu'il y avait pas mal d'échecs et de post-opératoire qui était plus compliqué. Donc ça, voilà, ça c'est sur le plan purement chirurgical. Après, ça répond à des conditions d'accès assez strictes, c'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une obésité massive, c'est-à-dire qu'il faut avoir un IMC qui est supérieur à 40 ou un IMC qui est supérieur à 35, mais avec comorbidité, typiquement un diabète pas stabilisé, du cholestérol, de l'hypertension. Dans ce cas, là, alors, et avec échec de plan alimentaire, de régime. D'accord ? Et dans ce cas, la chirurgie bariatrique peut être proposée. Est-ce que c'est clair pour toi ? Ah mais carrément, c'est très très clair. Et en fait, tout le monde n'y a pas accès quand même. Donc, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dis globalement, sans rentrer tout de suite dans les détails, parce qu'on va en parler justement, mais qu'est-ce que tu dis à une personne qui vient te voir et qui souffre clairement d'hyperphagie et qui te dit j'aimerais peut-être faire, je pense que j'aimerais faire une chirurgie bariatrique? Alors, la première phrase que je dis toujours, c'est quoi qu'il se passe, c'est votre choix. Je crois que c'est important que les personnes reprennent le pouvoir sur leur corps. Qu'on ne décide pas pour elles. Je trouve que notamment dans le cas de l'hyperphagie, on décide trop pour l'autre et donc on ne prend pas la bonne décision. Donc moi, c'est vraiment, je vais vous dire ce que j'en pense, on va vraiment peser les pour et le contre, mais c'est pas la vie de Betty, c'est de façon factuelle, mais la décision vous appartient et moi, j'y tiens beaucoup parce que je trouve qu'on déresponsabilise beaucoup trop, notamment quand on a un TCA ou il y a l'obésité. Et donc, c'est vraiment une première phrase qui est importante. Juste peut-être, je me permets, parce que tout à l'heure, quand tu voulais faire le lien entre hyperphagie et obésité auquel je n'ai pas répondu, il est important quand même de rappeler qu'on peut être obèse sans souffrir d'hyperphagie et on peut souffrir d'hyperphagie sans être obèse. On estime aujourd'hui que c'est autour de 20-30%, d'accord ?
c'est peut-être un peu sous-estimé parce que je suis assez d'accord avec toi, moi aussi. J'ai quand même un certain nombre de patients avec obésité associée à une hyperphagie. Et ça s'explique très bien physiologiquement. C'est-à-dire, tout à l'heure, je le disais, une crise, c'est des quantités importantes, autour de 4500 calories, 5000 calories. Il n'y a pas de compensation dans l'hyperphagie, donc très souvent, il y a quand même une prise de poids. D'accord, oui, effectivement, c'est important de rappeler que c'est pas forcément toujours lié et qu'on peut être une personne obèse pour d'autres raisons et c'est pas forcément lié à un TCA, tout comme d'ailleurs l'inverse, hein, on peut être une personne maigre et voilà, et c'est pas lié à un TCA, et on peut être une personne dans la norme et on verra pas de TCA alors qu'il y a un TCA. Ça, je pense que ouais, c'est toujours important de le rappeler, effectivement. Et du coup, est-ce que tu penses que ce type de chirurgie peut aider à guérir de l'hyperphagie? Alors, je vais répondre à ta question, pas par oui ou par non, mais j'aimerais qu'on revienne sur pourquoi on a de l'hyperphagie. Je pense que c'est important. Pourquoi on fait d'un coup cette crise comme ça, là, qui monte En fait, on parle de outils. On pourrait dire que c'est une condition d'évitement ou une condition de dissociation. C'est-à-dire qu'il y a d'un coup une émotion qui remonte, un vide, on parle de vide, d'incendie émotionnel. Parfois, c'est des réminiscences de trauma qui sont trop difficiles à vivre, et le fait de se suralimenter, en fait, crée une forme de disjonction, hein, ça les psys l'expliqueront mieux que moi, qui font que ça anesthésie, d'accord ? Donc l'hyperphagie, c'est un symptôme d'un mal-être, très souvent, si parfois il y a du trauma, parfois pas, d'accord ? Et ça, c'est important de le comprendre. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie, hein, donc ça n'agit pas sur le mental. Néanmoins, c'est pas aussi simple que de dire non, attendez, il faut soigner que la tête. Non, soyons honnêtes, ça peut quand même permettre à certains qui vont avoir pris 30, 40, 50 kilos, qui donc ont une image corporelle extrêmement dégradée, hein, parce que c'est très difficile. En plus, on peut prendre du poids en 1 an ou 2 ans, donc il y a vraiment de ne pas reconnaître son corps. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obésité, et avec l'hyperphagie, il y a une obésité qui arrive. Et donc, oui, la chirurgie bariatrique peut permettre de perdre du poids et donc de reprendre confiance en son corps, voire même pour certains initier des soins de par ça. Donc, je pense qu'en fait, tout dépend comment on le positionne et de l'accompagnement qu'on va proposer. Donc, c'est pas aussi simple que oui, non. De toute évidence, ça ne guérit pas. Ça doit juste être pris comme un outil potentiel d'accompagnement si d'autres choses sont faites à côté. Oui, merci effectivement pour cette réponse nuancée, parce que c'est jamais aussi simple sur ces questions-là, notamment d'alimentation, de poids, de TCA. Mais en fait, tu vois, je me posais la question parce que j'ai quelques clientes qui ont fait la sleeve, par exemple, et qui me disaient que en fait, au niveau des compulsions, ça n'a rien changé, qu'elles continuent à en faire, sauf que du coup, ça les limite peut-être un peu en quantité, mais qu'elles ont repris du poids suite à la sleeve. Donc ma question finalement, c'est qu'est-ce qui peut se passer si une personne qui souffre d'hyperphagie, elle n'a pas d'accompagnement ? Quel accompagnement peut-elle avoir justement ? Est-ce qu'il y a quand même une sorte de détection de troubles alimentaires avant de faire la chirurgie ? Oui, alors, plusieurs choses. Déjà, pour répondre à ta première question, c'est qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est que au bout d'un moment, si l'envie elle est trop forte parce qu'il y a de la douleur mentale et donc ce besoin d'anesthésie ou d'évitement, de dissociation d'évitement est présent, si on a besoin de manger, on arrivera à manger. Ça peut être manger des M&M's toute la journée par exemple, hein, ou des milkshakes. J'ai vu des personnes prendre des milkshakes très enrichis, etc. C'est-à-dire qu'on va prendre en petite quantité mais toute la journée. Donc forcément, on va reprendre du poids, on va être en échec, voire même on va avoir des douleurs digestives, voire même on peut se mettre en danger, hein, parce que forcément ça fait une dilatation. Donc voilà ce qui peut se passer, c'est pas anodin. Et alors je ne parle même pas de l'estime de soi, qui est que même avec ça, je continue à manger, quelle horreur, mais vraiment, il n'y a plus rien à faire pour moi, quoi, hein, parce qu'on a pris comme la solution. Donc ça, c'est la première chose. Normalement, on est fait un parcours en chirurgie, enfin, c'est pas normalement, c'est-à-dire que les autorités de santé, il y a un parcours de chirurgie bariatrique qui s'étale sur plusieurs mois, et dans ce parcours, au-delà de l'aspect nutritionnel, au-delà de l'anesthésie, de la chirurgie, il y a une évaluation psychologique et psychiatrique. Donc, il y a des entretiens avec un psychiatre, un psy. Alors, ça, c'est toujours fait. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, déjà, on n'a pas toujours la qualité de personnes. Il y a de très bons psys, mais voilà, on peut ne pas être spécialisé en TCA, hein, ça, il faut le reconnaître. Hein. Donc, déjà, des fois, c'est un accompagnement qui reste un peu light. Hein. Donc, c'est pas toujours suffisant. Et puis l'autre chose, et ça je trouve ça tout à fait humain, ça j'ai eu le cas notamment d'une patiente qui me dit mais moi je voulais tellement ma chirurgie que j'en ai pas parlé.
ouais, parce que d'un coup, c'est plus supportable d'être dans ce corps-là. Et donc, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'en parle. Il y a aussi l'autre cas des hommes. Il faut savoir que l'hyperphagie a cette particularité quand même d'être représentée. On pense que c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors, j'y on pense parce que moi, très concrètement, j'ai 80% de femmes, encore 90%. Je ne sais pas où sont les hommes hyperphages. Pareil, je les cherche aussi. Ouais. Alors, les psys aussi voient moins d'hommes, donc on le sait, prendre soin de soi, c'est plus compliqué. Et pourquoi je parle des hommes? Parce que je pense que souvent, pour le coup, ils vont être vus comme des bons vivants. Plutôt qu'hyperphages. Donc, eux peuvent vraiment passer à côté de ça, c'est-à-dire, oui, moi, chez moi, on a toujours beaucoup mangé. Oui, mais chez moi, on va. Et donc, on se retrouve, alors qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'hyperphagie prandiale, qui est le fait de beaucoup manger pendant le repas. Et donc, ça qui devrait en effet alerter, mais on passe à côté parce que c'est un homme, parce que c'est bon vivant. Et donc on ne va pas forcément le faire. D'accord, ok. Non, c'est vrai que moi aussi j'ai énormément de femmes en accompagnement, mais c'est aussi une question de perception finalement. Mais tu vois, même en dehors du parcours de chirurgie, le problème de l'hyperphagie, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont consulter des professionnels de santé, mais par rapport à leur poids, et qui vont pas parler de la perte de contrôle avec la nourriture, parce qu'aussi c'est tout un système où on va se dire non, mais c'est moi qui ai un problème, effectivement il y a quand même un souci, mais c'est moi qui ai un problème de manque de volonté en fait, ça va être surtout ça. Et du coup, à chaque fois, ça va être il faut que je perde du poids et pas il faut que je guérisse ma relation à la nourriture. Et déjà, pour passer ce cap-là, pour passer cette étape-là de en fait, j'ai un problème à ma relation à la nourriture, voire un problème d'origine traumatique, émotionnelle, etc., il faut quand même du chemin. Parce qu'on est dans une société où c'est surtout contrôle du poids et voilà quoi. Complètement, et je pense que tu adresses quelque chose, et c'est là où pour moi la formation des professionnels, notamment qui accompagnent, pour moi la question de l'hyperphagie devrait se poser dans tout parcours de chirurgie bariatrique, mais de façon assez claire. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas, mais tu as raison, et puis en effet, alors souvent, encore une fois, c'est le cas notamment des hommes, j'insiste là-dessus, des femmes aussi, mais vraiment des hommes, dire que ce qui va les alerter, c'est d'un coup ils font du cholestérol. Okay. Ils ont 50-55 ans, ils font du cholestérol, donc je vais m'occuper de mon poids. Et puis attention, faut pas, c'est aussi le regard des soignants. La plupart des soignants, malheureusement encore trop, ne voient le problème que sous l'aspect du poids. Oui, oui, tout à fait. Et c'est très pondérocentré, on pourrait dire. En tout cas, c'est très centré sur le poids. Et donc, il n'y a pas forcément d'espace pour pouvoir parler de ça. Et en effet, là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on est dans une société qui va valoriser le contrôle et d'admettre que toi, tu es dans la perte de contrôle. Il y a beaucoup de honte, Oui. de culpabilité. C'est souvent des choses qu'on fait en cachette. Oui, exactement. Il y a énormément de honte. C'est un sujet qui peut rester très tabou, même quand on va voir un professionnel. Tu vois, dis-toi, moi, j'en parle tout le temps. Toi aussi, t'en parles tout le temps sur ta page. Et je suis sûre que, tout comme moi, j'ai certaines clientes qui me disent, en fait, j'ai honte de dire les quantités que je mange. Je suis sûre que toi aussi, tu dois avoir des patientes qui te disent ça. Évidemment, et c'est pour ça que je reprécisais aussi en introduction, parce que je pense qu'il faut le dire, quand on parle de quantité, de quoi on parle, et puis de bien rappeler que là, c'est pas une question de volonté, c'est-à-dire que et c'est tout le côté, alors je ne veux pas trop digresser, mais juste une petite aparté, c'est tout le côté aussi, entre guillemets, sioux, pour être poli, de l'hyperphagie, mais des TCA en général, c'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, ça a fait du bien pour gérer. Parce que voilà, ça a permis de gérer. Et puis jusqu'au moment où c'est trop lourd à porter et où on est complètement pris là-dedans. Dans quel cas, si on est dans un parcours idéal, imaginons, et qu'on a effectivement détecté chez la personne qui a de l'hyperphagie à traiter, est-ce qu'il y a des cas où on peut quand même envisager une chirurgie ? Alors, non. Tant qu'il y aura des crises, normalement, c'est la recommandation, tant qu'il y a des crises, il n'est pas envisagé de faire de chirurgie. Ça, je te dis, c'est la situation idéale. Donc, on n'est pas censé. Par contre, une fois que les crises sont arrêtées, en fait, quand est-ce qu'on peut envisager, finalement, c'est peut-être ça aussi la question sur le problème. Quand est-ce qu'on peut envisager une chirurgie bariatrique quand on souffre d'hyperphagie ou qu'on en a souffert? Moi, je pense que déjà, il y a vraiment quelque chose qu'il faut, et ça, il ne faut pas déroger. Tant qu'il y a des crises, on n'agit pas sur le poids. D'accord. Ça, c'est quel que ce soit la sleeve, que ce soit du Wegovy, du Mounjaro, ou que ce soit un régime, on n'agit pas sur le poids, c'est en contradiction. Donc ça, c'est important. Après, par contre, une fois qu'on a apaisé,
qu'on a compris le déclencheur, qu'on a fait un travail avec la diète, mais aussi avec la psy, ou le psy d'ailleurs, une fois qu'on a fait ça, on peut se poser la question de comment je me réapproprier ce corps. Et moi, je dis souvent, et là-dessus aussi, moi, j'y tiens beaucoup, parce que des fois, on a un peu le message inverse qui serait de guérir, c'est s'accepter comme ça, il faut accepter son corps. Non, moi, je suis désolée, on ne peut ne pas accepter son corps obèse, et ça ne fait pas de nous quelqu'un de grossophobe. Surtout quand c'est un stigmate de TCA. Moi, je peux comprendre quelqu'un, une patiente qui va me dire « je suis mieux, mais je suis toujours pas bien dans mon corps. J'ai envie de retrouver de la mobilité. » Et ça, il faut l'entendre. Et donc, là, on peut se poser la question « ok, quelle serait la bonne solution pour vous ?» Mais seulement et seulement si les crises vraiment sont réglées. Et encore une fois, on est vraiment dans ce rapport. Il faut avoir fait un travail sur son corps de réappropriation. Des fois, la réappropriation va être par perdre un petit peu de poids. Il faut redéfinir le poids qu'on va atteindre. Des fois, ça va être, des fois, ça va être se faire un tatouage. Des fois, c'est changer de métier. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est pas forcément par ça. Je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais je pense que c'est important vraiment de le rappeler. Non, si, c'est très clair et merci pour ces rappels. Du coup, tu disais justement qu'il ne faut pas toucher au poids tant qu'on n'a pas guéri les crises d'hyperphagie. Peux-tu expliquer rapidement pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va rentrer en contradiction avec l'objectif qui est d'arrêter les crises. C'est-à-dire, alors ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que faire un déficit calorique alors qu'il faut répondre à sa faim, c'est ça, va aussi fragiliser. Ça me permet de rappeler, et pourquoi je dis ça, c'est que l'hyperphagie, c'est émotionnel ou associé à des traumas, mais c'est souvent aussi des rattrapages physiologiques. C'est-à-dire que la journée type d'un hyperphage, il ne mange rien le matin, il ne mange rien le midi, par contre, il fait une crise le soir. Et donc, en fait, il fait aussi une crise parce qu'il est en déficit trop important. Donc, on ne peut pas toucher au poids à ce moment-là, d'accord, parce que, encore une fois, il y a des crises, et aussi parce qu'on se met à risque de faire des crises liées à de la restriction cognitive ou à du rattrapage physiologique, ce qui n'a pas de sens. Donc, voilà pourquoi c'est important vraiment. Et ensuite, encore une fois, dans un second temps, on se pose la question de la réappropriation de son corps, mais une fois qu'on est bien, et puis voilà, une fois qu'on a dépassé ça et qu'on ne fait plus de crise. D'accord, ouais, non, effectivement, je trouve ça vraiment fondamental de rappeler ça, en fait, parce que c'est un des déclencheurs principaux, même s'il y a aussi l'aspect traumatique, etc., qu'on n'oublie pas, l'anxiété, des neurodivergences aussi, même si c'est pas le sujet du podcast. Non, mais clairement, oui, c'est le piège, en fait, de l'hyperphagie, mais on le comprend, en fait, qu'il y a énormément de personnes qui sont juste mal dans leur corps et pour qui l'objectif perte de poids prend énormément de place. Mais effectivement, je trouve ça intéressant de prendre conscience que cet objectif, parfois, il peut se transformer en une arme contre soi-même et qu'on peut nous empêcher de guérir, voire maintenir le trouble, en fait. Donc, Et c'est intéressant que tu utilises le terme d'arme parce que moi, souvent, je dis justement au début, il faut déposer les armes. Oui. Et je pense que c'est important, c'est-à-dire qu'il faut déposer les armes. Ça veut dire aussi que le temps de la guérison, il faut cohabiter avec un corps qu'on n'aime pas, c'est vrai. Et ça, il faut l'entendre en tant qu'accompagnant. Ouais, c'est vrai. On ne peut plus faire de crise, puis d'un coup, se dire, je ne fais plus de crise, mais j'aime toujours pas mon corps. Donc, il faut accompagner ça, ça me paraît important. Et puis, pour finir là-dessus, une notion, en effet, tu as raison, sur ce rattrapage physiologique, le corps guérit quand il est aussi en sécurité. Et la sécurité, ça passe par le fait de manger régulièrement selon ses besoins. La notion de sécurité, effectivement. Alors moi, je parle aussi souvent de stabilité, tu vois, ou de se rassurer, de rassurer son corps. Et effectivement, c'est super important d'avoir suffisamment à manger de manière régulière, de rassurer son corps et son cerveau, en fait, sur ça. Donc ouais, merci de le mentionner. Et puis merci aussi d'ailleurs d'avoir mentionné quelque chose qui est très important aussi pour moi, c'est qu'on n'est pas obligé d'aimer son corps, effectivement. Et ça c'est un truc qu'on oublie et tendance à avoir aussi pas mal d'injonctions là-dessus. Oui, je suis d'accord. Et la prochaine question, qui est dans la suite logique des choses, effectivement, c'est quel type d'accompagnement, en fait, va être, je dirais, indispensable, finalement ? Oui, alors déjà, je vais rappeler quelque chose qui est important, c'est qu'en tant que diète, nous, on n'est pas habilité à diagnostiquer de façon formelle un trouble d'équilibre alimentaire. Ça, c'est important de l'entendre. Ça va être notamment un psychiatre ou un autre médecin. Donc,
Est-ce que ça veut dire qu'il faut un diagnostic formel pour avancer? Quand on sait la difficulté qu'on a à trouver un psychiatre, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est important. Donc, une diététicienne va pouvoir dire en effet qu'il y a une suspicion de trouble et éventuellement valider. L'équipe qu'il faut, parce qu'une diététicienne ne peut pas faire toute seule, c'est idéalement un psychiatre, parce qu'on peut envisager un traitement médicamenteux, il faut le dire, hein, dans l'hyperphagie. Hein. C'est-à-dire que ça peut aussi agir. Une psychologue spécialisée en TCA, j'insiste là-dessus, ou en tout cas en TCC, parce que c'est pareil, on peut pas être, moi par exemple je ne fais pas du sportif, hein, on ne peut pas être spécialiste en tout, donc idéalement une diète spécialisée en TCA et une psy, et une diététicienne aussi spécialisée en TCA. Et c'est vraiment... Et alors, éventuellement, moi, de plus en plus, par exemple, une psychomotricienne, hein, justement, tu sais, quand on parle de cette réappropriation du corps, je trouve que c'est hyper intéressant à ce moment-là, hein, d'aller vers une psychomote pour qu'elle nous aide aussi là-dedans. Donc, ça peut être aussi un autre acteur qui peut agir. Bon, après, le médecin généraliste, s'il y a un suivi à faire au niveau de maladies métaboliques ou des nutritions. Mais en tout cas, c'est important. Un professionnel seul, pour moi, ne peut jamais, que ce soit un psy seul ou un diète seul ou un psychiatre seul, ne peut jamais, pour moi, guérir un TCA. Oui, merci pour ce rappel important. Déjà, un seul professionnel ne suffit en général pas, voire jamais. Et puis, tu vois, moi j'ai pas mal de clientes en accompagnement qui me disent ah mais je veux pas aller voir une diététicienne ou un diététicien parce que j'ai pas envie de refaire un régime, ou qui me disent je vois pas l'intérêt d'aller voir un psychiatre. Et du coup, je dois leur rappeler à chaque fois que si, c'est super important, et que le diététicien ou diététicienne, normalement, c'est pas censé être un amaigrissologue ou donneur de régime, et qu'il y a des diètes comportementalistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou en tout cas spécialisées dans le comportement alimentaire et qui vont pouvoir aider. Et que le psychiatre, effectivement, il y a aussi certains médicaments qui peuvent aider, notamment quand c'est intense, en fait, au niveau crise, et comme béquille temporaire. Et ça... beaucoup de personnes soit ne sont pas du tout informées là-dessus, soit en fait rejettent l'idée d'aller voir ces professionnels-là aussi par peur de la stigmatisation par rapport à leur poids, parce qu'ils ont été traumatisés. Voir un peu de psychophobie, même si elle est, je veux dire, pas là, on est quand même dans une société aussi psychophobe, et d'aborder son TCA sous la forme de maladie psychiatrique n'est pas toujours évident pour beaucoup. Hein, alors que ça, bon, c'est pas parce que vous n'êtes pas fou ou folle, hein, mais donc, ouais, mais c'est important en effet. Et c'est vrai que tu en parles, et on peut aussi se faire accompagner par des sophrologues ou des personnes comme toi. Voilà, donc aussi c'est important, mais je crois que vraiment, encore une fois, c'est pas seul. Exactement. Et je voulais te demander justement, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer justement dans la prise en charge de l'hyperphagie, en tout cas en France? Oula, j'ai l'impression. Non, ben... parce que ça peut paraître un peu prétentieux. Ce qu'il faudrait mieux... Déjà, moi, je pense que c'est tout simplement que ce soit connu. Hein. Je crois qu'il y a encore une trop grande méconnaissance sur ce sujet, à mon avis. Donc, tout simplement, qu'il y ait une meilleure formation, de savoir aussi comment l'aborder. C'est-à-dire que, pas sous l'angle du poids, comprendre les dynamiques. Ça, je pense que c'est hyper important de comprendre bien les dynamiques, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'émotionnel, de trauma, mais aussi la diète culture. Hein, donc il y a tout ça. Et puis de gérer, pour ceux en tout cas qui seraient atteints d'hyperphagie et d'obésité, de gérer finalement cette double maladie, on pourrait dire. Hein, c'est aussi de le prendre sous ces deux axes, et pas de façon isolée à chaque fois, qui rend les choses complexes, c'est vrai, mais qui sont importantes. Donc vraiment, moi je dirais que c'est vraiment... sur la formation, c'est peut-être, tu vois aussi là, moi je suis, aujourd'hui j'ai quelques inquiétudes sur la mise en avant du Wegovy, du Mounjaro, de l'Ozempic, qui peuvent être de très bons médicaments hein, quand on est en effet en phase de réappropriation, mais arrêtez de toujours penser ça sous le spectre du poids, parce que je pense que ça va être un peu notre nouvelle chirurgie bariatrique, si tu veux mon avis, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner, quoi. Oui, tout à fait, mais ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode pour le coup. Mais là, ça y est, depuis qu'ils sont arrivés il y a très peu de temps en France, oui, c'est la nouvelle méthode un peu miracle, en fait, mais ça revient exactement au même. Si on les prend, ok, ça peut être des super... moi, je pense que ça peut être des béquilles dans certains cas, et aider, mais ça, encore une fois, ça soigne pas le comportement alimentaire, sauf peut-être, après, j'ai eu quelques abonnés qui m'en ont parlé, enfin, bon, bref, il y a peut-être certains cas très spécifiques, par exemple d'addiction, des choses comme ça, éventuellement, j'avais cru comprendre que ça pouvait aider, mais...
Et effectivement, moi je suis d'accord avec toi que y a un manque de formation et je pense que c'est ça un des principaux axes d'amélioration de la prise en charge. C'est former le plus possible à l'hyperphagie. Et je pense que c'est juste que c'est le trouble qui a été reconnu le plus tard. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est assez récent. Ça fait quoi? C'était en 2013 que ça a été officiellement rajouté au DSM-5. Et voilà, je pense qu'il y a encore plein de professionnels qui sont pas formés ou pas sensibilisés. Et puis aussi, oui, le côté sensibilisation générale de tout le monde à la culture des régimes, au culte de la minceur, ça ferait pas de mal, je pense. Et du coup, dernière petite question avant qu'on Oui. clôture cet épisode, quel serait peut-être un message, un conseil ou une ressource que tu aimerais transmettre là aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent d'hyperphagie et qui envisageraient une chirurgie? Je vais me répéter, j'ai déjà dit un petit peu en amont. Ne jamais oublier que tout ça, c'est votre corps. D'accord? Le tout, c'est de faire un choix en conscience. Et donc, c'est d'avoir vraiment toutes les données, de bien comprendre ce que ça implique. Moi, je pense qu'il faut comprendre son trouble. Il faut vraiment comprendre son trouble, savoir où on en est, ça c'est vraiment important et que de toute façon la décision finale vous appartient. Je crois que très souvent il y a une pression parfois du corps médical qui fait qu'on peut prendre la décision. Si vous ne le sentez pas, surtout n'y allez pas, d'accord? Il n'y a pas de recette miracle. Ça c'est la première chose. Et puis l'autre chose, c'est de se rappeler que pourquoi pas, quand on se pose et quand les crises n'existent plus, de se poser la question de la réappropriation du corps, une chirurgie bariatrique peut être envisagée, mais ça peut pas être possible sans accompagnement. D'accord? Voire même, et ça c'est là-dessus que je finirai, parce que beaucoup de personnes me disent oui, mais moi au début de ma chirurgie, franchement, j'avais plus de crise, quoi. C'était génial. Ben ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es comme ça, il y a la toute puissance de la perte de poids. Qui va remplacer, du coup, on parlait beaucoup là de fait d'éviter des émotions, etc. Il y a cette toute puissance, ce bonheur qui remplace en fait la crise. Oui. Et puis finalement, quand on a perdu, c'est parce qu'on parle de 40, 50, 30 kilos, c'est beaucoup. Et puis finalement, quand on arrive au bout du chemin, déjà le corps, il n'est pas celui qu'on avait idéalisé, il y a du surplus de peau, etc. Donc l'insatisfaction corporelle peut être présente, ça c'est un point très important. Et puis là, c'est là où l'hyperphagie, en effet, peut revenir un peu en boomerang. Donc faites-vous accompagner, que ce soit sur vos potentiels traumas, vos émotions, mais aussi sur vos sensations corporelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, vous avez une chirurgie qui va dicter votre fin, mais l'idée, c'est que vous la réappropriez quand même dans ce contexte-là. J'adore effectivement le fait de se réapproprier son corps, ses ressentis, ses sensations corporelles, ses émotions, et surtout se connaître soi, connaître ses sensations, bien connaître et comprendre son trouble en fait, son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi faire évidemment en accompagnement. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tes réponses aujourd'hui. Avec plaisir. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis longue vie à ton podcast. Eh ben merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, toi, tu consultes en libéral et tu consultes aussi en visio, de ce que je comprends. Donc, je fais visio et libéral sur Marseille. Je suis dans le 8e et dans le 1er. Je suis sur Doctolib. Et puis sinon, j'ai ma page Instagram, si vous voulez. J'essaie de parler d'hyperphagie. J'essaie beaucoup de parler de l'accès sur qu'est-ce qu'on ressent. Voilà, c'est ça. Et si j'essaie de faire déculpabiliser, j'espère que j'y arrive. Bon écoute, oui, je crois que en tout cas je pense que tu y arrives et tes posts sont très intéressants, donc je mettrai le lien vers ta page Instagram pour les personnes qui sont intéressées, parce que beaucoup de posts éducatifs sur l'hyperphagie qui sont à lire. Donc merci à toi pour tout ton travail aussi. Et puis, je propose qu'on clôture là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir aussi les poser à moi ou à Betty sur Instagram, à réagir, à commenter cet épisode. Si cet épisode vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager. On sensibilise au maximum sur l'hyperphagie. Et si le podcast vous plaît, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre la note de 5 étoiles. Et je vous retrouverai pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.